En fait, j'ai coupé ma présentation en deux parties avec l'espoir de commencer. Donc, il y a une première partie où je vais parler des métiers d'ingénieur et technicien en général au CNRS, et puis une deuxième partie sur le métier que je fais moi, qui est celui d'ingénieur de recherche en calcul scientifique. Mais bon, c'est juste quelques transparents pour commencer. Donc, les métiers de la recherche s'exercent donc dans les organismes publics de recherche tels que le CNRS, mais aussi les universités, les grandes écoles et les entreprises. Et ce que je présente là, c'est ce qui se passe au CNRS et dans les universités. Donc on a des équipes de recherche qui sont composées de deux populations. D'une part, les chercheurs, qui peuvent être enseignants-chercheurs, donc rattachés à l'université avec une charge d'enseignement, ou chercheurs à plein temps rattachés au CNRS, et également les doctorants, donc, qui sont des étudiants en passe de passer le diplôme de docteur, et qui souvent se terminent par des contrats de post-doctorat, qui sont donc des contrats CDD, qui leur permettent de faire tampon entre l'obtention du diplôme et l'accès au poste de titulaire, qui se fait bien sûr par voie de concours. Voilà. Et l'autre population, donc c'est les ingénieurs et techniciens, c'est le sujet de cette session. On a aussi dans cette partie-là une population significative de personnes qui sont contractuelles, recrutées sur CDD sur des projets courts. Oui, pardon. Alors oui, c'est ce que j'allais dire, les petits nombres entre parenthèses, c'est juste comment ça se passe à l'APC, donc c'est un peu arrondi, c'est pas exact, mais ça donne une idée de combien de personnes dans chaque catégorie. Voilà, et puis on a environ un 50-50 entre les personnels chercheurs et les personnels ingénieurs et techniciens. Alors, pour la partie ingénieurs et techniciens, les personnels sont répartis dans des branches d'activités professionnelles qu'on appelle les BAP. Donc, c'est les métiers de support aux activités de recherche et ça couvre donc tous les besoins du CNRS pour mener les activités de recherche dans tous les domaines que couvre le CNRS. Donc, c'est très vaste. Donc, ça va des sciences du vivant, sciences chimiques, instrumentation scientifique, sciences humaines et sociales, etc., etc. Alors, une chose qui est très intéressante, c'est que tous ces métiers sont décrits de manière exhaustive. J'ai mis en bas l'URL du site sur lequel vous pouvez retrouver ce qu'on appelle les emplois types. Donc, le CNRS a mené un travail de recensement exhaustif de tous les métiers de support dont il a besoin pour mener ses activités de recherche. Et donc, on a cette très grande grille avec pour chaque BAP, branche d'activité professionnelle, et pour chaque corps, un certain nombre de fiches métiers, fiches emploi type. Donc c'est une grande fiche A4 avec une description complète des activités, des compétences requises, etc. Et tous les personnels sont rangés dans ces petites cases. Alors pourquoi on a fait ça? C'est dans un contexte où le nombre de postes diminue et où on a envie de conserver toutes les compétences nécessaires, les compétences critiques, et donc on s'assure dans cette grande grille qu'il y a des personnels dans tous les postes clés et qu'on ne perd pas de compétences au moment des départs à la retraite. Voilà, je vous donne un petit exemple de ce qui se passe pour la BAP-E, qui est la BAP informatique. Donc ça, c'est des chiffres qui sont sortis tous les 4 ans, des études qui sont menées tous les 4 ans. Donc vous avez les 3 colonnes, ce sont les 3 pôles essentiels de la BAP-E, qui sont donc le calcul scientifique, le développement d'applications et l'administration système et réseau. En ligne, vous avez donc les différents corps, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études. Et donc pour chacune de ces cases, vous avez 3 chiffres. En noir, le nombre total de personnels qui sont regroupés dans cette case. En vert, le nombre de personnels qui ont plus de 55 ans et qui seront donc amenés à partir d'ici les 5 prochaines années. Et en bleu, les recrutements qui ont eu lieu sur la période concernée, donc 2007-2011, qui sont en vue de remplacer les départs à la retraite. Et comme ça, on s'assure qu'il n'y ait pas de case vide et qu'il n'y ait pas à cette échelle, à cette grande échelle, qu'il n'y ait pas de perte sèche de compétences. Alors, donc, au niveau global, on s'assure que ce ne soit pas trop dramatique, mais bien sûr, dans les laboratoires, on a des situations qui sont parfois problématiques, avec des fluctuations telles que des départs à la retraite constituent effectivement une perte sèche de compétences du laboratoire. Voilà. Alors, le deuxième axe pour parer à ces problèmes de personnel décroissants sont les réseaux métiers. Alors, donc ça, c'est des initiatives qui viennent des personnels et des laboratoires, mais qui sont fortement soutenues par la direction du CNRS. Donc on crée des réseaux métiers pour toutes les compétences, pour tous les métiers très spécifiques, très techniques du CNRS, à l'échelle nationale. Donc c'est des réseaux nationaux.
Et donc les personnels peuvent adhérer à ces réseaux. Et donc c'est souvent des listes de diffusion, des échanges, des groupes de travail. Donc on peut comme ça partager les compétences à travers tout le territoire national sur des métiers qui sont très spécifiques. Il y a aussi des journées de rencontres et de formation qui sont organisées, qui peuvent rassembler jusqu'à 200 ou 300 personnes sur une thématique. Et ça fait quelque chose de finalement très impressionnant où on peut vraiment partager à des échelles nationales des compétences qui sont très, très pointues, très spécifiques. Voilà, je termine cette première partie avec un petit mot sur le recrutement des ingénieurs et techniciens. Donc ça se fait par voie de concours. Il y a une campagne de recrutement qui a lieu tous les ans. L'année dernière, c'était 300 postes qui étaient ouverts. Et suivant le diplôme des candidats, il y a un corps qui est accessible, un corps correspondant qui est accessible, donc ça va du BEP au doctorat. Et le recrutement se fait sur une partie dossier, bien sûr, et puis suivi d'une audition. Donc il y a une sélection des candidats entre la phase de dossier et la phase d'audition. Il y a parfois aussi des épreuves écrites, des épreuves techniques écrites. Voilà pour cette première partie. Donc je vais vous parler maintenant de mon métier à moi, qui est celui d'ingénieur en calcul scientifique. Donc le calcul scientifique, c'est quoi? Ça recouvre essentiellement deux domaines qui sont l'analyse de données et la simulation numérique. Donc l'analyse de données, on cherche à extraire l'information des données qui sont mesurées par les instruments. Donc, je vous donne l'exemple ici de la mission Planck. J'imagine que vous en avez déjà entendu beaucoup parler. Et donc vous avez ce satellite qui scanne le ciel, qui tourne sur lui-même et qui prend une mesure de température. Et donc on a ces données brutes de l'instrument qui sont une valeur de température en fonction du temps. Donc, pour chaque détecteur, une ligne de mesure. Et ces données brutes du satellite, on les traite, on les analyse pour, en premier lieu, les projeter sur le ciel, donc fabriquer ces cartes qui représentent le ciel. On voit aussi que la carte elle est contaminée par une émission galactique. Donc, une autre étape de l'analyse de données, c'est de nettoyer ce signal galactique pour obtenir la carte des anisotropies du fond diffus cosmologique. Et donc, tout ce travail-là, c'est ce qu'on appelle l'analyse de données. Du côté de la simulation numérique, donc là, on a des conditions initiales, un modèle, et puis on essaye de faire évoluer virtuellement un système qu'on ne serait pas capable de faire en laboratoire. Donc là, je vous donne l'exemple de simulation cosmologique. Donc, les trois cubes là, représentent la distribution de matière dans l'univers à 3 instants différents. C'est évidemment le genre d'expérience qu'on ne peut pas faire dans son laboratoire. Donc on le fait avec des simulations numériques. Et puis, à la suite de ça, donc on a des comparaisons avec les données réelles pour améliorer les modèles et recommencer l'exercice. Donc tout ça, ce sont des travaux qui sont très proches de la physique et qui évoluent continuellement en fonction des besoins, des expériences et de ce qu'on a envie d'extraire de nos données. Mais il y a une deuxième complication qui vient à tout ça, c'est la partie calcul en elle-même, c'est-à-dire que du côté de l'analyse de données, on a de plus en plus de données, et les méthodes sont plus ou moins complexes. Du côté de la simulation numérique, on a envie d'avoir des domaines d'analyse qui sont de plus en plus grands et des modèles de plus en plus complexes. Et donc la partie calcul devient aussi, en plus de la partie physique, la partie informatique, calcul elle-même, est de plus en plus compliquée. Ce qui fait que ceci est un métier. Voilà. Alors, donc on a des besoins en ressources de calcul qui sont grandissants. Donc je vous donne l'exemple, encore une fois, du fond diffus cosmologique. Donc là, on a sur cette image les 3 expériences d'observation spatiale entre COBE 92, WMAP 2003 et Planck 2013. On voit là sur cette image que la résolution a vraiment bondi. Et donc, on a des volumes de données qui ont pris un facteur plus que 1000 en 20 ans de temps. Alors, heureusement, en même temps, la puissance de nos ordinateurs augmente, c'est fantastique. Selon la fameuse loi de Moore, je ne sais pas si vous la connaissez, donc approximativement, cette loi dit qu'on va doubler le nombre de transistors par puce tous les 18 mois. C'est ce qui est figuré là sur la courbe pointillée verte qu'on ne voit pas très bien malheureusement. Donc vous avez en ordonnée le nombre de transistors et puis le temps en abscisse. La courbe qu'on voit, la courbe rouge, là, c'est ce qu'on a mesuré effectivement sur les processeurs Pentium sur ces 40 dernières années. Donc c'est un petit peu moins que doubler tous les 18 mois, mais ce n'est pas très loin. En fait, de cette loi, donc ici c'est le nombre de transistors par puce, mais elle est communément étendue. Donc quand on dit puissance, la puissance augmente, on parle aussi de la fréquence d'horloge, de la capacité de mémoire des processeurs, etc. Donc on pourrait se dire,
on a plus de données, mais on a des ordinateurs plus puissants, donc tout va bien, rien n'est plus compliqué, il suffit de traiter nos gros volumes de données sur des machines récentes et l'affaire est réglée. Effectivement, elle pourrait l'être si nos machines avaient une extensibilité parfaite. Alors l'extensibilité, c'est quoi? C'est très simple. Étant donné un algorithme de complexité O de n, on attend que la durée d'exécution soit 2 fois plus courte quand on utilise 2 fois plus de processeurs. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, c'est très rarement observé. Vous voyez là, c'est typiquement le genre de graphique qu'on peut avoir. Donc, vous avez le temps d'exécution en ordonnée et puis le nombre de processeurs en abscisse. Donc effectivement, pour 2, 4, 8 processeurs, tout va bien. Et puis quand on atteint les 100, les 500, les 1000, c'est la catastrophe. On a des goulots d'étranglement et des saturations des temps d'exécution. Pourquoi on a ça? C'est parce qu'on a un petit peu triché du côté des technologies. Donc on a rendu nos machines un petit peu hétérogènes pour essayer d'avoir ce gain en puissance de calcul. Et donc on en paye le prix avec des goulots d'étranglement. Donc, je vous donne l'exemple là, par exemple, d'un cluster de calcul. Donc, un cluster de calcul tout simple. Vous mettez 4 ordinateurs sur votre bureau, vous les reliez par le réseau. Et puis, vous avez ce grand vecteur de données à traiter. Vous allez le couper en 4. Puis, chacune des machines va traiter un petit bout du vecteur. Et puis, donc, tout va bien. Là, vous allez gagner un facteur 4 sur le temps d'exécution. Et puis, probablement, vous n'auriez pas réussi à stocker le vecteur de données sur une seule machine. Donc, vous allez pouvoir enfin traiter vos données avec plusieurs machines. Tout va bien là, sauf jusqu'au moment où vous aurez besoin de communiquer des données entre les différentes machines. Et là, si vous avez besoin d'échanger des données entre les différentes machines, il faudra passer par le câble réseau. Et le câble réseau, il est tout seul. Et donc, c'est ce qui constitue le goulot d'étranglement. Donc, vous allez saturer les données passeront une par une dans ce tuyau. Et donc, vous allez perdre ici en extensibilité. C'est la même chose qui se passe par exemple sur les processeurs multicœurs. Vous avez peut-être tous entendu parler de ça. Vous avez donc 2 unités de calcul sur le même processeur. Simplement, vous n'avez toujours qu'un seul bus qui communique entre ces unités de calcul et la RAM. Donc encore une fois, vous avez un goulot d'étranglement par construction, du point de vue de la machine. Et donc tout l'art du métier, c'est ça, c'est de connaître les infrastructures, les machines, les technologies pour pouvoir d'abord choisir quelle est la meilleure technologie pour tel algorithme, et puis éventuellement modifier les algorithmes pour éviter au maximum ces communications pour obtenir une extensibilité la plus parfaite possible. Voilà, et donc c'est de ça dont je vais vous parler. Je ne vais pas vous parler tellement de plans, je vais plutôt vous parler de machines de calcul. Alors on a des infrastructures, différentes infrastructures dans notre... dans notre trousse à outils, si on veut. Donc, ce qu'on connaît, les plus célèbres, c'est ce qu'on appelle les clusters de calcul, les grappes de calcul en français, ou les supercalculateurs, si vous voulez. Donc là, c'est comme je vous décrivais tout à l'heure, vous achetez plusieurs machines de même configuration, vous les mettez dans une salle machine, donc toutes dans la même salle, avec un réseau local qui soit le plus performant possible, et là, vous allez pouvoir faire du calcul parallèle, donc avec des communications entre les différentes machines qui ne sont pas trop pénalisantes. Ça, c'est ce qu'on connaît le plus. On a une autre solution qui s'appelle la grille de calcul. Donc ici, on ne contraint pas tellement les ressources. On peut prendre des machines qui sont un peu n'importe où, de chez n'importe qui. On va utiliser le réseau national pour les faire communiquer. Donc vous aurez un réseau qui ne sera pas très performant, mais il y a un certain nombre d'applications qui n'ont absolument pas besoin de communication. Et donc pour ça, ce sera fantastique parce que vous allez pouvoir augmenter le nombre de machines à l'infini. Elles sont réparties partout sur le territoire. Et donc vous n'allez pas avoir de perte puisqu'il n'y a pas de communication entre les différents codes. Donc ça, c'est le modèle de calcul qui a été utilisé en particulier pour le LHC. Il y a une troisième catégorie dont vous avez peut-être entendu parler récemment parce que c'est très à la mode, c'est le cloud computing. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous virtualisez les ressources. Donc ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être des machines dans une même salle, distribuées géographiquement, homogènes, hétérogènes, d'à peu près toutes les configurations que vous voulez. Et donc vous avez, par construction, une très grande souplesse sur ce que vous pouvez faire avec le cloud. Donc vous avez une souplesse d'un point de vue matériel, donc quelles sont les machines et où est-ce qu'elles sont localisées. Puis vous avez aussi une souplesse logicielle où vous pouvez installer tous les environnements dont vous avez besoin.
Et donc ceci est perçu un petit peu comme l'avenir, parce que ça présente un peu tous les avantages de ce qui existait jusqu'ici. Ça, c'est ce qu'on a dans notre trousse à outils du côté des moyens physiques. Du côté logiciel, on a aussi pas mal de choses à connaître et maîtriser pour pouvoir paralléliser ces codes et les rendre extensibles. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails. Donc, c'est les techniques de mémoire partagée, distribution, GPU, etc. Voilà. Donc, on a la possibilité de faire tourner nos codes sur différentes machines. Maintenant, on a envie de savoir laquelle est le plus adapté pour telle et telle problématique. Donc, on a besoin de mesurer effectivement nos besoins et quelles sont les puissances de calcul, et est-ce que les puissances de calcul répondent, la puissance d'une machine répond aux besoins d'un problème donné. Alors, en pratique, ce qu'on mesure, les données que tout le monde peut comprendre, bah, c'est le nombre d'heures de calcul nécessaires pour un code. Donc, c'est le produit du temps d'exécution du dit programme, fois le nombre d'instances de programme nécessaires pour résoudre le problème, fois le nombre de processeurs qu'on utilise pour faire tourner le code. Une autre quantité qui est aussi importante, c'est la quantité de mémoire utilisée pour le code. Donc ça, c'est les informations qu'on peut extraire des problèmes physiques donnés. D'un point de vue purement informatique, pour comparer nos machines, on utilise plutôt le nombre d'opérations flottantes par seconde, donc le flop. Et donc, pour vous donner un peu les ordres de grandeur, je vous donne l'exemple ici d'un ordinateur de bureau un petit peu musclé qu'on peut trouver dans le commerce aujourd'hui. Donc, avec 6 cœurs, on peut bénéficier de 50 000 heures de calcul par an. 16 gigas de RAM pour les 6 cœurs, ça fera 2 gigas par cœur. 2 x 6, 12, non, c'est pas ça. C'est 8, un peu moins. Cette configuration-là, c'est 150 gigaflops, et c'est une donnée qui est fournie par le constructeur, par Intel. Dans la pratique, donc ça c'est la mesure théorique, ce n'est pas celle qu'on regarde quand on va comparer les supercalculateurs. En fait, on va calculer la puissance empirique sur un code qui est un code standard, qui est un gros code de résolution de système d'équations linéaires. Et donc, ce code est exécuté sur les machines et on va mesurer son temps d'exécution et c'est comme ça qu'on va pouvoir les comparer. Voilà, et puis des informations importantes aussi qui ne rentrent pas directement dans le comptage de la puissance, mais la consommation, le coût, bien sûr. Alors, quand le PC de bureau ne suffit plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire des choses très simples, comme fabriquer un cluster en utilisant des PC standards, donc pas plus cher que d'acheter 10 fois une machine standard. Voilà, il n'y a pas de surcoût. Donc, c'est par exemple ce qu'on a fait au laboratoire il y a quelques années. Et donc, voilà, c'est pas compliqué. Donc, 6 PC standards, une armoire pour les ranger, évidemment, et puis le réseau usuel du laboratoire. Voilà, on a un tas de services qui sont gratuits dans toute cette communauté logicielle libre qui nous permettent de faire que ces 10 machines deviennent un cluster. Donc, en particulier, on a besoin de synchroniser les horloges des différentes machines. Donc, on installe un serveur d'horloge. On a besoin d'un système de soumission de jobs, c'est-à-dire que si quelqu'un est en train d'utiliser une machine, il ne faut pas que quelqu'un d'autre lance son programme en même temps. Donc, on va avoir un système qui va faire une queue d'exécution. Chacun va pouvoir s'exécuter à son tour. Et puis, dernier élément, bah, c'est un système de fichiers distribués. Donc, on va pouvoir faire en sorte que nos 2 x 750 gigas octets de disque x 10 deviennent un système global agrégé de 12 téraoctets qui nous permettent de stocker des fichiers très volumineux. Voilà, et on atteint comme ça 1,5 teraflop à coût réduit. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver dans les laboratoires. Alors, ensuite, il y a des moyens qui sont disponibles au niveau de la recherche académique et qui sont structurés, suivant une structure pyramidale, donc avec à la base des centres régionaux ou universitaires, donc pour des machines qui vont jusqu'à 100 teraflops, puis des centres nationaux pour des machines qui vont jusqu'à 1 pétaflop, et puis au-delà, les centres européens. Donc en France, les centres nationaux, il y en a 3, là je les ai notés ici. Ces centres sont pilotés par une gouvernance donc, nationale, une association qui s'appelle JANSI. Et comment ça se passe? Eh bien, on a un appel d'offres 2 fois par an, et les gens peuvent soumettre une demande d'heures de calcul sur telle et telle machine. Voilà. Et si c'est accepté, n'importe qui peut donc, sous couvert que le projet est accepté, peut bénéficier des heures de calcul sur ces machines qui sont mises en commun sur tout le territoire.
C'est exactement le même fonctionnement au niveau européen, donc c'est piloté par PRAS cette fois-ci, avec donc, un certain nombre de pays qui contribuent à PRAS par des lignes budgétaires et d'autres par des machines dont la puissance est supérieure à 1 pétaflop. Donc, la France, par exemple, avec son très grand centre de calcul qui a 1,6 pétaflop, ce centre de calcul est un centre européen, en fait. Donc, il partage son temps entre des attributions qui sont faites par l'intermédiaire de Jansi au niveau national et des attributions qui sont faites par l'appel d'offres de PRAS au niveau européen. Alors, pourquoi cette structure pyramidale? C'est assez important. En fait, on voit ici que Jansi, qui est l'agence nationale, finance un grand nombre, ou participe au financement d'un grand nombre de centres de calcul régionaux. Alors, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire tourner mon code directement sur les machines les plus puissantes? Eh bien, parce que en fait, ce n'est pas facile. Donc, justement, pour essayer d'obtenir cette extensibilité des codes, on a besoin de travailler dessus, on a besoin d'accompagner les personnes qui développent pour rendre les codes extensibles. Et donc on a besoin qu'il y ait des gens qui soient près des manips, près des expériences pour porter ces codes. Et donc plus la base est large et meilleur on aura, et plus efficace sera la répartition des ressources de calcul. Donc là, juste pour information, c'est la répartition de ces centres régionaux sur tout le territoire, juste pour illustrer le fait que tout le territoire est très bien couvert à l'heure actuelle. Voilà, je termine avec la dernière échelle, c'est l'échelle mondiale. Donc ici, on classe les supercalculateurs dans un grand classement qu'on appelle le Top 500, qui sort un classement tous les 2 ans. Donc là, je vous ai mis les 10 premiers. Le premier calculateur, c'est un calculateur chinois, le deuxième est américain. Le premier calculateur français qui apparaît dans cette liste, c'est celui de Total, l'entreprise Total, qui arrive au rang 12. Et le suivant, c'est notre TGCC, là, donc de la recherche académique, qui arrive au rang 16. On a un deuxième classement qui est tout nouveau, qui s'appelle le Green 500. C'est pour les machines qui se sont évertuées à baisser la consommation par rapport à la puissance de calcul offerte. Voilà. Et donc, qui est gagné là par 2 calculateurs italiens. Le premier calculateur français dans ce classement, il est au rang 21, c'est celui de l'IDRIS, donc c'est un de nos calculateurs de la recherche académique, suivi tout de suite après par celui d'EDF. Voilà, donc je termine avec juste un petit résumé de ce que sont les activités de mon métier. Donc, j'en ai pas parlé tellement, mais il y a beaucoup de développement de méthodes d'analyse et des modèles, donc c'est de la physique et des maths. Bien sûr en interaction avec les physiciens et toutes les personnes impliquées dans les projets. Beaucoup du travail, c'est paralyser et optimiser les codes pour les rendre extensibles. Bien sûr, on participe à l'analyse des expériences, donc on est impliqué dans les projets, on voit les données, on les traite, il faut pouvoir en garder la trace, etc. Une de nos missions, c'est de faciliter l'accès aux infrastructures de calcul, donc, parce que ce n'est pas presse-bouton, et parce qu'il faut accompagner et souvent modifier les codes pour qu'ils soient extensibles. Et puis évidemment, beaucoup de veille technologique, parce que l'informatique, ça bouge énormément. Donc on a des nouvelles technologies tous les 4 matins. Et donc il y a beaucoup du travail, c'est aussi de suivre ce qui se fait et d'être à la pointe de ce point de vue-là. Voilà, si vous avez des questions.